Nathalie Loiseau, la tête de liste LREM, qui ira solliciter les suffrages des Français lors des élections européennes, mène campagne avec un caillou dans la chaussure. Ce caillou, c'est Françoise Nicolas, ancienne fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, en poste à l'ambassade de France au Bénin en 2009. Elle raconte avoir été l'objet de graves violences physiques et psychologiques, après avoir tenté de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'elle considère comme une vaste, en tout cas comme une importante opération de détournement de fonds. Renvoyée à Paris Manu Militari, mise dans un placard, puis à la retraite d'office, elle accuse, parmi d'autres, celle qui était la directrice des ressources humaines au Quai d'Orsay à l'époque, c'est-à-dire Nathalie Loiseau. Nous avons voulu la recevoir pour écouter son histoire. Bonjour Françoise Nicolas. Bonjour Monsieur Kouamouo. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous présentiez un peu. Vous êtes arrivé dans cette ambassade de France au Bénin en 2009, je pense. En 2008. En 2008. J'ai pris mes fonctions le 1er juillet 2008. Oui, mais avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? Avant ça, j'étais pendant 8 ans aux affaires étrangères en administration centrale, donc en France. Et encore avant, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le secteur privé. Donc j'ai vraiment intégré en 2000, par concours externe, le ministère des Affaires étrangères, parce que j'avais vraiment le désir profond d'être diplomate. Donc j'ai tout mis en œuvre pour ce faire. Et j'ai eu mon premier poste à l'étranger en 2008, en étant affectée à l'ambassade de France au Bénin. Alors, vous y arrivez pour travailler au service des bourses. Voilà, tout à fait. J'ai été affectée un peu du jour au lendemain pour m'occuper d'un petit service au sein du service de coopération et d'action culturelle. C'est le service des bourses, missions et invitations, donc BMI, des bourses d'études, donc pour les étudiants béninois qui venaient étudier en France. Les missions, c'était des Français qui venaient au Bénin pour former des Béninois, et des invitations, donc c'était l'inverse, donc des Béninois qui venaient en France, invités par la France pour participer à des conférences, rencontrer des personnalités ou autres, donc c'était très, très diversifié. Voilà. Alors, très rapidement, il y a des problèmes dans ce service, des problèmes, des dysfonctionnements selon vous? Oui, alors donc le problème de ce service, c'est qu'il y avait un budget qui était associé à toutes ces bourses, missions et invitations. Et à un moment donné, en 2009, il y a eu un changement de hiérarchie. Et cette nouvelle hiérarchie m'a retiré mes dossiers de façon officieuse, le traitement de mes dossiers, dont j'étais officiellement responsable, pour les confier, avec de grosses guillemets, à une des secrétaires du service. Alors, changement de hiérarchie, est-ce que vous pouvez être plus précise? Oui, alors, donc j'ai eu une première hiérarchie en 2008 qui était en délicatesse avec l'ambassadeur qui, pendant toute ma première année, j'étais témoin des humiliations que l'ambassadeur infligeait à mon premier chef de bureau, hein, donc ma première hiérarchie, qui subissait tout ça, et on pensait que c'était une question de personnes, d'inimitié personnelle, voilà. Et puis, au bout d'un an, cette première hiérarchie a été renvoyée en France par l'ambassadeur, et donc remplacée par un nouveau chef de bureau, qui, lui, à ce moment-là, a mis en place cette nouvelle organisation, mais en fait une organisation avec de grosses guillemets, à nouveau, parce que génératrice de graves dysfonctionnements, puisque les dossiers étaient vides, mais imputés budgétairement. Or, moi, j'étais responsable de ces dossiers, et donc je posais des questions. Je disais, mais enfin... Quand vous dites dossier vide, mais imputé, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donnez-nous des exemples. Alors... par exemple, quand je remplissais un dossier, moi j'étais une exécutante, c'est-à-dire on me donnait une instruction en me disant « Madame Nicolas ou Françoise, nous voulons inviter telle personne en France ». Donc à ce moment-là, moi je transformais cette instruction en réalité très concrète. Donc concrètement, je contacter la personne, le bénéficiaire, qui venait me voir à mon bureau, je le recevais, on montait un dossier avec des données minimales, donc son identité, ses coordonnées, où il allait, voilà, etc. Enfin, quelle était, de façon à bâtir un dossier très précis. Et selon le type de dossier, je rentrais entre 30 et 50 éléments. Donc c'était un travail
normale qui me permettait d'avoir un suivi très fin du dossier jusqu'à sa complète exécution et qui, une fois que moi j'avais rempli toutes ces données-là, me permettait de rentrer les éléments dans le logiciel de gestion du budget de l'État pour appuyer en finale sur un bouton qui disait hop, on dépense le budget de l'État. Voilà, tout est bon, tout est carré. On valide la dépense. On valide la dépense qui est imputée donc sur le budget de l'État. Et après vous, qu'est-ce qui se passait? Eh bien moi, ce qui s'est passé avec cette nouvelle hiérarchie qui est arrivée, eh bien je n'ai plus vu ces dossiers. Je voyais, au lieu d'alimenter le logiciel qui détermine l'imputation budgétaire finale. En fait, vous avez traité ces dossiers et puis après, quelqu'un d'autre est arrivé. Voilà. Après vous, quelle était la différence entre le traitement que vous faisiez et le traitement nouveau de ces dossiers d'invitation et de bourse? Eh bien, moi, ces dossiers, je les traitais, c'est-à-dire je les remplissais avec les données minimales pour exécuter ces dossiers. Sauf qu'avec la nouvelle organisation, mes dossiers étaient confiés à une des secrétaires du service qui ne les remplissait pas. Les dossiers étaient vides. Donc, elle ne remplissait pas les coordonnées, évidemment. Elle ne rencontrait pas les gens, elle ne les remplissait pas. Les dossiers étaient vides de toute donnée, mais bien imputés budgétairement. Ça veut dire, en gros, on ne sait pas qui a été invité, où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'il allait faire, mais il y a une dépense. Voilà, c'est ça. On ne peut pas vérifier la réalité de la mission ou de l'invitation. Tout à fait. Et donc, c'était absurde, puisque moi, ma responsabilité était engagée, et j'étais très inquiète parce que ma nouvelle hiérarchie continuait bien à me présenter à l'extérieur comme étant responsable de ces dossiers, alors que dans les faits, je ne contrôlais plus rien. Et donc, j'essayais de me renseigner auprès de ma collègue qui était très gênée, qui était une des secrétaires du service, une citoyenne béninoise qui, par ailleurs, assurait le secrétariat des assistants techniques qui avaient son propre travail. Donc, c'était absurde au possible. Et de fait, les dossiers étaient vides, mais imputés budgétairement. Et moi, fondamentalement, je considérais que ma responsabilité était engagée. Et donc, je posais des questions à ma hiérarchie. Mais que se passe-t-il? J'étais très respectueuse. Je disais, mais votre nouvelle organisation est source de graves dysfonctionnements comptables et juridiques. Et j'ai expliqué en termes des fois un peu ironiques que les dossiers étaient vides de toute donnée essentielle. Mais que se passe-t-il? En retour, évidemment, je n'avais que le silence, voire des menaces, un harcèlement moral très violent, des menaces telles que parfois, à distance, des avocats de France ont dû intervenir vu la violence des situations auxquelles j'ai été confrontée de la part de cette nouvelle hiérarchie. C'est une période qui a duré 4 mois. Et donc, au bout de 4 mois, devant le comportement de cette nouvelle hiérarchie, j'ai écrit à Paris, au service gestionnaire du ministère des Affaires étrangères, en expliquant la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et en donnant des exemples qui, avec le recul, sont très clairs quant au caractère fictif des dépenses engagées. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je n'ai eu aucun retour. Sauf que je peux constater, pour être complète, que je n'ai eu aucun retour. Et de toute façon, j'ai écrit à l'administration centrale à Paris en décembre 2009. Je suis revenue de congé en janvier 2010 et j'ai été agressée, on y reviendra. Mais ce que je peux constater, pour être complète, c'est que l'individu, l'agent du ministère des Affaires étrangères, à qui j'ai expliqué toute la situation de ce qui se passait au niveau de l'ambassade et en posant la question de la responsabilité qui était la mienne, du contrôle de la dépense publique, de la transparence, en posant clairement ces problèmes, quelques mois plus tard, qui est venu me remplacer à l'ambassade de France au Bénin? Cette même personne. Ah. Coïncidence. Ok. Et donc, après ça, l'atmosphère se dégrade très rapidement et vous subissez une agression de la part d'une de vos collègues qui, finalement, précipite votre retour en France et donc met fin à toutes vos investigations, peut-être pas désirées au sein des affaires de l'ambassade. Oui, donc... chronologiquement, donc en décembre 2009, j'écris à l'administration centrale pour lui exposer très clairement la situation. Je pars en vacances, je rentre de congé en janvier 2010, et là je constate
une situation anormalement hostile et je ne comprends pas ce qui se passe. Et à l'époque, j'étais à Faune, je ne pouvais pas prononcer un son. J'étais atteinte par un virus très commun à Cotonou. Et donc, je ne communiquais que par écrit. Et vraiment, je ne comprends pas cette ambiance d'une hostilité très, très vive que ma nouvelle hiérarchie et ma collègue du bureau essaient de créer de toutes pièces. Et je leur écris, mais que se passe-t-il? Où est passé, à ma collègue, où est passée ta gentillesse perdue? Tu essaies de me faire endosser le rôle de la mauvaise collègue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, un matin, le matin du 14 janvier 2010, alors que j'étais assise à mon bureau en train de travailler à l'organisation d'un concours, de déchiffrer les instructions envoyées par le ministère des Affaires étrangères, ma collègue s'est levée, j'ai vu dans mon champ de vision ma collègue se lever, contourner son bureau. Elle s'est approchée de moi, mais je n'ai pas fait attention, elle a attrapé à la porte, accroché à la porte d'entrée de notre bureau, un cintre qui était cassé, donc un cintre pour vêtements d'homme, donc très large, qui était cassé, donc pointu. Elle s'est approchée de moi, m'a frappé à la tête avec ce cintre. Donc, on s'est battu. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc, à un moment donné, j'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux. En fait, elle cherchait à me crever les yeux. Et j'ai voulu... j'ai mordu, sans savoir ce que je mordais, j'ai mordu son doigt de façon très violente. Donc, elle a lâché, elle a arrêté de vouloir me crever les yeux. Elle a lâché mes yeux. Mais elle m'a étranglée. Elle m'a maintenue avec une main et m'a étranglée de l'autre. Et j'ai évidemment voulu appeler au secours, mais puisque je ne pouvais pas prononcer un son à l'époque, j'étais à Faune, donc aucun son n'est sorti de ma bouche. Et donc je mourais, j'ai commencé à perdre connaissance sous l'effet de la strangulation. Et je me suis sentie mourir. Et à ce moment-là, par chance... un agent d'entretien qui travaillait à proximité du bureau est entré dans la pièce et a réussi à arracher ma collègue à mon cou en s'y prenant à 3 reprises. Et donc, ce faisant, il m'a sauvé la vie. Alors, de quelle collègue il s'agit? Alors, il s'agissait d'une collègue béninoise qui était une recrutée locale. Je partageais mon bureau avec cette femme qui était... donc, qui faisait partie donc, des effectifs de l'ambassade, mais qui était un emploi fictif de l'ambassade. Donc, ce sont des pratiques. Hein, donc, comment c'est un emploi fictif puisque vous partagiez votre bureau? Ça veut dire qu'elle venait au travail? Elle venait au travail, mais elle passait 80% de son temps à s'occuper de ses affaires personnelles. À savoir, elle avait une fortune immobilière très conséquente et donc elle passait son temps à s'en occuper. Concrètement, quand je suis arrivée en 2008, elle avait 17 maisons ou appartements. Donc, quand je suis partie en 2010, elle en avait 2 de plus. Donc, ça occupe, il faut trouver les terrains, l'architecte pour construire, décorer, rentabiliser... Alors, donc cette collègue n'était pas associée aux bourses, aux concours. Mais pourquoi vous en voulait-elle au point de vous, d'engager une sorte de combat dangereux avec vous? Alors, je pense que j'étais vraiment... une empêcheuse de tourner en rond. Il y a eu différents éléments qui me le font penser, mais notamment, pour cette collègue, disons que il y a des choses que je ne peux pas prouver de façon limpide, là, maintenant. Par contre, ce que je peux dire sur le fait que j'étais perçue comme une empêcheuse de tourner en rond, 3 mois plus tôt, plusieurs témoins, j'avais écrit à mes avocats pour les informer de plusieurs témoignages qui m'avaient été rapportés, d'alertes que plusieurs témoins m'avaient rapportées, à savoir une scène, plusieurs témoins m'avaient rapporté la même scène, à savoir une réunion de service qui s'était tenue à l'ambassade en octobre 2009, au cours de laquelle on avait envisagé la façon de m'éloigner pour de bon de l'ambassade. Et au cours de cette réunion, plusieurs personnes, dont une fois au moins le numéro 2 de l'ambassade de l'époque, avaient dit, puisque Madame Laurent Souquier avait dit, puisque Madame Nicolas aime tant le pays, on va l'en dégoûter.
pourquoi pas un viol commandité? Et donc, plusieurs témoins, en l'espace d'une semaine, m'avaient rapporté cette scène. Et est-ce que ces témoins seraient aujourd'hui prêts à témoigner ouvertement? Alors, j'avais justement écrit à mes avocats parce que, on leur disait, écoutez, voilà, j'ai pas... Plusieurs personnes m'ont rapporté la même scène. Ce qui m'alertait, c'était l'expression viol commandité. L'expression viol commandité n'est pas couramment utilisée en France, donc encore moins au Bénin. Et ça m'avait vraiment alarmée. Donc j'avais écrit à mes avocats en leur disant voilà. Et en concluant mon mail en disant voilà les coordonnées de deux des personnes qui m'en ont parlé au cas où il m'arriverait quelque chose. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans, Internet n'était pas développé comme maintenant, et vous pensez bien qu'à l'époque, les personnes qui m'en avaient parlé, qui étaient ce qu'on appelle le petit personnel, des gens qui m'aimaient bien, des chauffeurs de l'ambassade, des gens qui étaient perçus comme invisibles par mes collègues expatriés, mais ces gens-là m'aimaient bien parce que je travaillais avec eux et j'étais polie avec eux. Voilà, donc les gens m'aimaient bien. Et donc du coup, j'ai été alertée comme ça. Et donc j'ai quand même cet élément-là écrit en octobre 2009 à mes avocats, très précis, avec des noms, notamment le nom de M. Souquier, avec des noms de témoins, au cas où il m'arriverait quelque chose, qui font qu'aujourd'hui, oui, je pense que mon agression a été commanditée. Ok, finalement, donc, il y a cette scène épouvantable au cours de laquelle vous vous battez très violemment et vous perdez quasiment connaissance. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a une commission disciplinaire qui a amené à statuer sur cette scène assez... Non. Alors, ce qui se passe après, d'ailleurs, enfin, ça vaut le coup quand même de le mentionner, parce que lorsque j'ai repris mes esprits, donc j'étais toujours à terre, en sang, avec un corsage taché de sang que j'ai conservé, j'ai vu à très faible distance de moi, à 1 mètre, 1 mètre 50, 3 personnes en randonnion qui me regardaient, à savoir l'ambassadeur, mon chef de bureau et son adjoint, 3 personnes en randonnion qui me regardaient sévèrement. L'ambassadeur a dit encore Madame Nicolas qui fait des siennes. Et au second plan, mon agresseur qui était très énervé, maîtrisé par l'agent d'entretien. Et j'ai vu arriver en courant le chef des gendarmes qui est arrivé pour aider l'agent d'entretien à maîtriser mon agresseur. Donc il y a quand même eu des témoins. Et il n'y a pas eu, donc j'ai ensuite été emmenée dans un cabinet médical où un médecin a établi le certificat initial de coups et blessures et a pris 11 photos de mes blessures. Voilà. Et il faut savoir qu'à la suite de ça, non, il n'y a pas eu de commission d'enquête, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête sur l'agression, ni sur l'agression, ni sur mes signalements. Il n'y a pas eu de commission de discipline. Mais j'ai été désignée très clairement, dès le début, comme étant l'agresseur, et je continue, 10 ans après, comme étant désignée comme l'agresseur de ma collègue. Sachant que d'un côté, moi je n'ai jamais varié d'un détail dans mes déclarations, quand dans mon dossier administratif, ma collègue a déposé 3 versions très différentes les unes des autres, que moi j'ai des preuves de mes blessures, des photos et les mois d'hôpital que cela m'a valu, et que ma collègue ne peut se prévaloir que d'un ongle cassé et d'un doigt mordu. Mais pour les affaires étrangères, c'est quand même moi qui suis l'agresseur, toujours aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'enquête. Bon, la conséquence de tout ça, c'est que vous quittez le Bénin et donc vous n'êtes plus en contact avec ces dossiers particuliers de l'ambassade. Alors non, une semaine après, j'ai été renvoyée en quelques heures sur ordre de l'ambassadeur en France. J'ai été rapatriée disciplinaire, donc j'ai tout abandonné là-bas. J'étais en état de choc, je ne tenais pas seule debout et j'ai abandonné tous mes biens. C'est quelqu'un qui a rempli pour moi une valise à la hâte de choses, de briques et de brocs, et j'ai été renvoyée en France, accompagnée par le médecin de l'ambassade de Cotonou à Paris pour être sûre que je restais bien dans l'avion, sans doute, alors que je ne tenais pas seule debout à l'époque. Voilà. Okay. C'était très violent. Et pendant tout ce temps, la personne qui gère les personnels de l'ambassade, qui gère les personnels de toutes les ambassades, la directrice des ressources humaines du Quai d'Orsay,
c'est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau. Tout à fait. Et c'est là qu'on en arrive à l'actualité. Nathalie Loiseau, vous l'accusez d'avoir couvert ces violences, d'avoir couvert finalement ces violences qui elles-mêmes couvraient les détournements. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nathalie Loiseau était à l'époque la directrice des ressources humaines. Très vite, dans les jours qui ont suivi l'agression, j'ai été en contact avec un de ses collaborateurs immédiats. Un mois plus tard, j'ai été reçue par le sous-directeur des personnels, un autre des collaborateurs immédiats de Madame Loiseau. Donc, effectivement, cette histoire a mobilisé nombre de collaborateurs de l'entourage très proche de Nathalie Loiseau, qui a forcément été informée de cette situation. Mais aujourd'hui, Nathalie Loiseau, en fait, sa ligne de défense, c'est qu'elle ne vous connaît pas. Écoutez, c'est absurde de bout en bout. Soit Nathalie Loiseau ment, soit elle est prodigieusement incompétente. C'est-à-dire ? Elle ne peut pas... Mon histoire, donc non seulement a mobilisé ses collaborateurs immédiats, d'une part, et d'autre part, puisqu'il se trouve que mon agresseur était une proche du chef de l'État béninois, dans les heures qui ont suivi cette agression, des ministres béninois sont intervenus directement auprès des plus hautes autorités françaises pour demander ma tête. Donc j'ai du mal à croire que Madame Loiseau, directrice des ressources humaines, n'aurait pas été informée de cette situation pour le moins extraordinaire. Et après, donc, vous avez été mise dans un placard, ça c'est un fait, et toujours c'était Nathalie Loiseau qui était la DRH à ce moment, alors que vous avez demandé plusieurs nouvelles affectations, vous n'avez rien eu, et puis finalement vous avez été mise à la retraite d'office. Tout à fait. Alors concernant Nathalie Loiseau, je pourrais dire plusieurs éléments. Donc déjà, pendant toute la période où elle a été aux affaires, au ministère des Affaires étrangères, en tant que directrice des ressources humaines, puis directrice générale de l'administration, par le biais de mes avocats, elle a été contactée à 12 reprises, 10 fois dans le cadre de procédures judiciaires et 2 fois de façon amiable. Cela est établi de façon absolument irréfutable. C'est un fait. D'autre part, donc, comme je vous le disais, j'ai été reçue à plusieurs reprises par des collaborateurs immédiats de Madame Loiseau. Voilà. Troisième point, pour faire reconnaître cette agression en accident de service, il a fallu que je bataille pendant 18 mois. 18 mois. C'est Madame Loiseau qui a fini par signer au bout de 18 mois le document reconnaissant la qualité d'accident de service à minima de mon agression, puisque je dis à minima, puisque le ministère a estimé que ce que j'avais subi n'était que des simples griffures. Voilà. Alors, Madame Loiseau a été de bout en bout. Madame Loiseau a été DRH lorsque j'ai fait mes demandes de changement de poste. Madame Loiseau doit assumer ses responsabilités. Alors, pour revenir à ce que vous avez dénoncé, au détournement de fonds supposé que vous avez dénoncé, est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce qu'il y a eu une enquête sur vos accusations? Non, non. Ça a été dénoncé, cette absence d'enquête a été dénoncée une seule fois officiellement par un responsable syndical qui lui seul a eu le courage d'interpeller la DRH à ce sujet début 2013 en écrivant noir sur blanc que le comportement de la DRH n'avait pas été correct à mon égard, tant de par l'absence d'enquête sur les signalements de dépenses fictives que j'avais faits, que sur l'absence d'enquête sur l'agression dont j'avais été victime et le traitement dont j'étais l'objet, la placardisation, le refus de tout poste correspondant à mes compétences. Alors, vous en avez quand même parlé à votre N+2 de l'époque, si j'ai bien compris, William Bénichou, qui était le conseiller de coopération et d'action culturelle. Voilà. Au Bénin, et qui a semblé accréditer en fait ce que vous disiez, puis plus rien. Tout à fait. Donc moi, il faut savoir que ces histoires de détournement de fonds publics, j'en témoigne publiquement depuis longtemps. Ma première conférence,
la première conférence que j'ai donnée pour expliquer clairement la mécanique de détournement de fonds publics à l'œuvre à l'ambassade de France au Bénin remonte au 4 mars 2015 dans l'enceinte de la Bourse du Travail à Paris, devant 150 journalistes, 12 caméras de télévision, à l'invitation du collectif We Are the Leaks. Et à l'époque, la CGT avait publié le texte de mon intervention. Donc je n'ai jamais... Mais qui connaissait Nathalie Loiseau à l'époque? Personne. Personne. Donc effectivement, en 2017, Madame Loiseau a été nommée au gouvernement Macron, j'ai écrit un texte très clair pour la mettre en cause, qui a été publié par le site Monde Afrique et qui s'appelait à l'époque Nathalie Loiseau m'a tué, titre de l'article. Suite à cet article, mon premier chef de bureau, William Bénichou, m'a appelé. Il m'a téléphoné pour m'expliquer que en 2009, il avait eu en main les pièces comptables justifiant de détournement de fonds publics à l'échelle de l'ambassade, en me donnant des exemples très précis à cet égard, de dépenses privées de l'ambassadeur et de son épouse qui avaient été imputées sur le budget de l'État de façon scandaleuse, et en me disant que avec ces pièces comptables à l'appui, il avait fait un rapport en ce sens au ministère des Affaires étrangères avec copie à l'Élysée. Et aujourd'hui, est-ce qu'il maintient ce qu'il vous avait dit à l'époque? Alors, on me dit, le journaliste de Libération qui a bien voulu me consacrer un article il y a quelques jours m'a expliqué que M. Bénichou avait démenti avoir tenu ses propos. Je mets M. Bénichou au défi de me dire, les yeux dans les yeux, de me démentir les yeux dans les yeux ce qu'il a dit. Ou je suis prête à assumer les conséquences de ce que je dis là, maintenant. Vous avez les preuves de ces déclarations? Oui. Ben, nous aussi. Et en fait, bon, nous ne pouvons pas rendre public des conversations privées, mais a priori, vous avez fait l'amitié de nous montrer quelques signes de matérialité de ce que vous avancez. Donc, aujourd'hui, vous êtes mise à la retraite d'office, c'est ça? Voilà, je suis à la retraite d'office j'étais mise à la retraite d'office il y a 1 an. Et vous le contestez? Alors, je l'ai contesté. Je l'ai contesté notamment devant un tribunal en référé en octobre 2018. Donc le magistrat a estimé qu'il n'y avait aucun problème, que tout était normal. Donc je continue à le contester devant un tribunal et ce sera jugé en 2020, au fond. Voilà. Ok, vous estimez être victime en fait de votre statut de lanceuse d'alerte, mais ce statut ne vous est pas reconnu par le défenseur des droits, Jacques Toubon. Voilà. Monsieur Toubon a examiné mon dossier pendant 2 ans et a jugé que j'aurais peut-être, pour le citer exactement, il dit, sans nier la réalité des faits que vous évoquez, j'aurais signalé des dépenses fictives, j'aurais été agressée, mais que de toute façon, monsieur Toubon s'est rangé à l'avis du ministère des Affaires étrangères, à savoir que j'aurais agressé ma collègue en 2010 et que de là, tout ce qui s'est passé est normal jusqu'à ma mise à la retraite depuis 1 an. Donc M. Toubon a validé complètement la théorie absurde de bout en bout du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez rencontré M. Toubon ou un de ses proches collaborateurs? J'ai rencontré M. Toubon à une seule reprise. C'était le 30 mars 2018 dans les couloirs de l'OCDE. Et je l'ai interpellé parce qu'il partait et je lui ai... Voilà. Et nous avons eu l'occasion d'échanger et je lui ai rappelé les circonstances particulières de mon dossier, puisqu'il faut savoir que le premier chef de bureau, donc j'évoquais à l'instant M. Bénichou, lorsqu'il a été... renvoyé en France par l'ambassadeur... par le même ambassadeur? Par le même ambassadeur que je mets en cause. Je peux donner son nom, ce sera plus clair pour les gens peut-être. Hervé Besancenot, lorsque M. Bénichou a été renvoyé en France par l'ambassadeur, Hervé Besancenot, et donc du coup a été éjecté du ministère des Affaires étrangères, M. Bénichou, à l'époque, en 2009, est allé se reconstruire auprès de son ami, M.
Jacques Toubon, qui à l'époque était à la tête de la mission de commémoration des 50 ans des indépendances africaines, et donc M. Toubon a accueilli M. Bénichou dans son équipe pour que ce dernier puisse se reconstruire professionnellement et rebondir. Voilà. Donc quelque part, via son réseau social, son graphe social, M. Toubon a une connaissance particulière de votre dossier. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai évoqué cette circonstance très particulière à M. Toubon lorsque nous nous sommes rencontrés en 2018, ce qui fait qu'il m'a demandé de répéter par deux fois mon nom, et je lui ai dit, peu importe. Mais M. Toubon est très bien placé pour savoir que ce que je dis est vrai, indépendamment des preuves que j'apporte. Est-ce que vous voudriez profiter de cette interview pour lui lancer un appel? Oui. Quand même parce que M. Jacques Toubon s'est beaucoup impliqué dans la défense des plus humbles, notamment à la faveur de ce mouvement des Gilets jaunes. Il a quand même pris le parti des plus faibles des Français. Est-ce que vous pensez qu'il peut réagir? Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Oui, M. Toubon, je peux lui dire, oui, est-ce que vous pouvez vous regarder vraiment dans un miroir le matin? Est-ce que vous, malgré tout ce que l'on dit de vous, toutes les choses bien que vous pouvez faire, lorsque vous pensez à moi, lorsque vous entendez mon nom, est-ce que vous pouvez vraiment vous regarder dans un miroir? Franchement. Alors, vous avez beaucoup parlé de ce qui vous est arrivé. Vous êtes considéré, en tout cas par les autres lanceurs d'alerte, comme une lanceuse d'alerte. Et la particularité, c'est que vous évoquez des choses qui se passent au sein de la diplomatie française, qui est assez protégée finalement des regards extérieurs, et qui est un monde un peu particulier quand même, un monde fermé. Comment vous le qualifieriez? Comment vous qualifieriez ce petit monde de la diplomatie où des choses un peu particulières peuvent se passer? C'est le monde de l'entre-soi. C'est le monde de l'entre-soi, et personne ne veut que les choses changent. Parce que, comme on dit en Afrique, tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde a intérêt à ce que les choses perdurent et à ce que des détournements de fonds publics se perdurent. Ce sont des pratiques qui sont courantes aux affaires étrangères, qui sont établies par différents livres, documentaires, rapports parlementaires. Les pratiques sont là, les noms changent. Personne ne veut que les choses ne change. Mais quel est le facteur en fait qui cristallise, disons, ces phénomènes? Pourquoi il y a cette impunité? Ah ben déjà, enfin, en résumé, c'est le monde de l'entre-soi. Tout le monde se tient. Les gens se protègent les uns les autres. Et sociologiquement, c'est un univers plutôt upper class, si on peut dire. Oui, oui, et c'est de l'endogamie, ils se cooptent les uns les autres. Donc ce sont des dynasties d'ambassadeurs, des familles ou des cooptations. Et évidemment, vous êtes coopté, c'est que vous remplissez les critères requis pour rentrer dans cet entre-soi. Ce n'est pas un monde pour les gueux. Ce n'est pas un monde pour les gueux, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, vous avez... Ni pour les compétents. Nous avons parlé il y a 2 ans, nous avions déjà parlé, nous avons parlé de l'atmosphère particulière qui régnait à l'ambassade de France au Bénin, et dont vous m'avez parlé d'une atmosphère générale de racisme. Ah oui, le racisme était très décomplexé, très très décomplexé. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Écoutez, je vous avais évoqué à l'époque un exemple très précis d'un étudiant béninois, d'un étudiant béninois, voilà, qui faisait ses études en France et qui, à l'occasion de ses vacances au Bénin, avait été victime d'un accident de la route. Donc, un boursier de l'État français. Donc, il se trouve que pour qu'il ait des chances de survie, il fallait organiser son rapatriement d'une ville donnée du Bénin vers la capitale. Et ça coûtait très cher. Et donc, moi, je venais d'arriver à l'ambassade et j'avais juste regardé si ce monsieur, de par son statut de boursier du gouvernement français, bénéficiait de droits sociaux et pouvait donc bénéficier de ce rapatriement sanitaire. Donc j'étais toute nouvelle, donc j'ai cherché et on avait évoqué cette anecdote parce qu'il y avait urgence, évidemment, urgence vitale au sens propre du terme. Et
un matin, un dimanche matin, M. Souquier avait débarqué, qui était le numéro 2 de l'ambassade, qui est l'actuel consul de France en Côte d'Ivoire, à l'époque numéro 2 de l'ambassade de France au Bénin, avait débarqué comme un fou dans mon bureau en me traitant de tous les noms parce que j'essayais juste de voir si ce monsieur avait des droits et de faire en sorte qu'on essaye de lui sauver la vie. Et il avait été très, très en colère que j'ai cette démarche. Et il m'avait crié dessus en me disant « Mais Madame Nicolas, ne soyez pas émotionnelle. » Je lui ai dit « Mais monsieur Souquier, je ne suis pas émotionnelle, j'essaie juste d'être professionnelle. » Et il avait eu cette réplique. Moi, dans mon précédent poste, j'ai vu... Ses propos étaient « Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un de plus, un de moins. » Dans mon précédent poste, j'ai vu 300 à 400 cadavres dans la rue. Et donc cet homme, ce précédent poste, c'était en Côte d'Ivoire. À l'époque, moi, j'étais en poste au Bénin depuis un mois, donc il m'avait dit ça. Enfin, je ne connaissais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Enfin, je connaissais, mais c'était très, très superficiel pour moi. Et je n'avais pas du tout la notion de ce à quoi il faisait référence à l'époque. Plus tard, j'ai compris qu'il faisait référence à son précédent poste en Côte d'Ivoire et à des massacres qui s'étaient produits. Mais lui, pour lui, c'était... oui, il avait eu ses propos. Donc pour lui, la vie d'un homme... enfin, il se trouve que c'était un Africain, mais ne comptait pas. C'était qu'est-ce qu'on en a à foutre, un de plus, un de moins. Dans mon précédent poste, j'ai vu 300 à 400 cadavres dans la rue. Alors moi, j'étais restée sans voix en l'entendant devant cette violence. Donc, sachant qu'en fait, ce diplomate a été en poste en Côte d'Ivoire à chaque fois qu'il y a eu des pics dans la crise armée. Et donc, il était là en 2002, lors de la Première Guerre, et il était là en 2010, lors de la Deuxième Guerre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et en dehors de tout cela, qu'est-ce qui vous a marqué durant ce séjour au Bénin, dans cette interaction particulière entre les Africains et les Français, dans cet univers, en fait, particulier, cet endroit particulier du monde qu'on appelle la France-Afrique? Mais il y avait pour en revenir, oui, au racisme décomplexé. Moi, je me souviens de discours de l'ambassadeur devant le personnel lorsqu'on avait les rares fois où nous étions reçus à ses résidences, où je trouvais qu'il ne parlait pas en termes corrects de la population grâce à qui nous étions là, au service de laquelle nous étions. J'ai des souvenirs précis, de propos extrêmement désobligeants de fonctionnaires expatriés. Enfin, je pourrais citer des anecdotes, mais bon, par exemple, je viens, le 1er mai le 1er mai 2009, le personnel de l'ambassade, le personnel local béninois avait organisé une fête. Nous étions invités. Le personnel expatrié était invité. Moi, je viens donc à 9h pour cette fête. Et en fait, finalement, il s'était un petit peu emmêlé les pinceaux. La petite fête commençait à 10h30. Donc, je monte à mon bureau pour travailler. En attendant, je trouve mon N+1 qui me dit « Mais Françoise, qu'est-ce que vous faites là ?» Je j'explique que je viens à la fête du personnel. Donc, voilà, contente et tout. Et me dit, mais Françoise, vous n'avez rien à y faire. Je dis, bah, écoutez, quand même, on travaille ensemble, tout ça. Mais il me dit cette phrase. C'est pas parce je dis, on vous travaille ensemble, les chauffeurs, j'en avais besoin, je travaillais avec eux parce que j'organisais des concours, des examens dans la ville, ils me véhiculaient, etc. Françoise, c'est pas parce qu'on travaille avec le personnel qu'il faut coucher avec. C'était donc, voilà, c'est pas parce qu'on travaille avec le personnel qu'il faut coucher avec. Et donc, là-dessus, je prends ça, je travaille et je vais à la réception organisée par le personnel local à laquelle l'ensemble des expatriés étaient invités. Eh bien, personne n'est venu à cette fête locale. Personne. J'ai été la seule blanche parmi le personnel. Les seuls autres blancs qui étaient là, c'était ceux qui étaient sur le canapé au niveau en position d'honneur, à savoir les chefs de service. Donc il y avait le représentant de l'ambassade, il y avait le chef des gendarmes et il y avait le consul. Mais moi,
dans le personnel. Le personnel blanc. J'étais la seule à venir, à être présente au milieu du petit personnel. Parce que pour que les gens se rendent compte, à l'ambassade de France au Bénin, donc sur un domaine de 7 hectares, il y avait, en personnel administratif, proprement dit, on était 16 personnes à faire fonctionner l'ambassade dans un tout petit bâtiment dans un coin du domaine, quand il y avait 76 personnes au service de l'ambassadeur. Le ratio, 16 personnes pour faire fonctionner l'ambassade, 76 personnes au service de l'ambassadeur. Donc c'est pour vous donner une idée du nombre de personnel qu'il y avait, du personnel local qu'il y avait à cette fête. Ça veut dire qu'il y avait des chauffeurs, des gardiens, des lingères, des cuisiniers, enfin, vous voyez, c'est tout ce petit personnel. 16 d'un côté, 76 de l'autre. Et parmi les 16, vous étiez la seule? Oui. Merci Françoise Nicolas, nous vous souhaitons bonne chance dans vos démarches que nous suivrons, parce que le média se veut le média des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup de m'avoir reçu.